tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, tam, je t'ai dans le sang. Bonjour Elodie. Bonjour Eric. Merci d'avoir répondu présente pour cette interview téléphonique. Pour moi, c'est quand même une interview un petit peu particulière puisque tu vas nous parler visiblement d'une problématique au sein des hôpitaux ou des cliniques. En fait, tu vas nous en dire un petit peu plus, tu vas nous éclairer, bien sûr. Oui, alors je m'appelle Elodie, je suis aide-soignante depuis... donc j'ai découvert ce métier en 2015. J'ai effectué ma formation sur Lorient, où je me suis vraiment épanouie. J'ai vraiment découvert une passion pour ce métier. D'accord. J'aime depuis toujours, depuis que je suis toute petite, je suis fascinée par l'être humain. D'accord. Cette formation m'a emmenée donc à travailler par la suite dans les EHPAD, et là je travaille actuellement donc dans un hôpital privé. D'accord. Donc j'exerce depuis 2 ans déjà. D'accord. En quoi consiste ton travail précisément, Elodie? Alors, le métier d'aide-soignante, c'est un métier magnifique qui consiste à accompagner en fait les personnes qui ne peuvent plus être dans l'autonomie. D'accord. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a des difficultés au niveau de son bras droit, donc qui possède toute sa dextérité d'ailleurs de ce côté-là. Et bien votre rôle en fait, ça va être de l'accompagner dans son soin donc corporel, dans son hygiène. Voilà, parce qu'il ne peut plus utiliser son bras droit. Ouais, tu es vraiment dans l'ordre de l'intime là. Hein? Oui, c'est vraiment. Moi, je dis toujours que mon métier elle se situe au cœur de l'humain. Souvent, quand je parle de mon métier, c'est comme ça que je le qualifie. On rentre, le métier d'aide-soignant rentre vraiment dans l'intimité des gens. On est donc pas que l'intimité corporelle. Ce métier a été longtemps vu comme nettoyer la personne, faire du nursing et reprendre. Mais aujourd'hui, moi, de ce que par rapport au recul, donc depuis 2015, je suis un bébé soignant, mais avec beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup expérimenté mon métier, et je constate qu'on est quand même plus dans l'observation, dans l'écoute. C'est extraordinaire parce que c'est pas que ça, c'est pas que du nursing. Voilà, je suis assez, je suis toujours aussi épatée par l'être humain. Comment l'être humain en fait peut gérer son quotidien en fait. Alors parfois il a pas envie, il a pas, des personnes qui disent bon c'est votre boulot, allez-y lavez-moi. Donc souvent c'est les anciens qui sont dans cette optique, devenu le vieux métier en fait. Bien sûr. Qui a évolué heureusement, mais ça reste quand même un métier, en tout cas pour ma part, passionnant. Alors écoute, si tu me permets d'intervenir, je t'écoute avec beaucoup d'attention. Tu as utilisé des adjectifs absolument magnifiques et bienveillants, puisque j'ai entendu épaté, extraordinaire, fantastique, depuis tout à l'heure. Enfin, donc, oui. Ça fait 4 minutes 23 secondes que nous conversons, et tu as déjà un panel d'adjectifs bienveillants dans ton vocabulaire. On sent que tu es vraiment une très belle personne, et moi je suis ravi de partager ce moment avec toi en tout cas. Merci, c'est gentil Eric. Mais c'est sincère. Et mais je le sais, je le ressens très bien, crois-moi. Ouais, c'est vraiment
cancer bon, c'est un métier qui est malheureusement moins considéré aujourd'hui, que ce soit par l'aspect politique, l'aspect aussi famille. Hein. Aujourd'hui, avec le coronavirus, malheureusement, il a fallu un drame national et mondial, on va dire ça comme ça, pour que les gens réalisent de leur fenêtre que ce métier est très très utile. Ça va après. Est-ce que cet événement va éveiller les consciences? Je ne sais pas. Je l'espère en tout cas. Il y a beaucoup je pense, de méconnaissance de notre système de santé. Oui. Alors moi j'ai 35 ans. D'accord. Donc pareil, je suis, les anciens diraient, oh vous êtes encore jeune, Élodie. Mais de mon point de vue, je regrette qu'on soit en fait dans un système, comment je pourrais le qualifier sans être... Inhumain. Moi je dis il est inhumain ce système. Enfin, oui. Parce que c'est lourd ce que je dis. Faut savoir qu'avant d'exercer le métier d'aide-soignante, j'ai travaillé dans l'automobile, un système commercial. Donc c'était voilà, dans l'espérance en fait de retomber dans un système médico-social. Puis j'ai une histoire personnelle par rapport à ça. J'ai perdu mon papa, j'avais 20 ans. Mon papa est décédé dans mes bras d'un cancer. Et à l'époque, je voulais faire infirmière. Je m'étais renseignée auprès de la cadre de service, poussée par mon papa à l'époque. Elle m'a dit, renseigne-toi, parce que j'ai un projet personnel aussi, comment tu peux faire pour accéder à ce projet, etc. Donc voilà. Et lorsque j'ai perdu mon papa, je me suis dit non, c'est pas possible. Je ne peux pas faire ce métier. Je pouvais même plus rentrer, sentir l'odeur des hôpitaux. L'odeur particulière quand vous rentrez dans un hôpital. J'adorais, moi. Parce que moi, l'hôpital, en fait, me sécurisait quand j'étais plus jeune. Et là, plus du tout. Là, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc, je me suis lancée, en fait, dans l'animation auprès des enfants. J'ai exercé ça pendant 7 ans avec beaucoup d'expérience auprès des immigrés, des immigrants, etc. Très très jeune, j'ai été bercée dans le social. Ensuite, pour une question alimentaire, en fait, toujours pareil, faut se nourrir. J'ai atterri en fait dans le commerce automobile. Et j'ai migré donc par la suite dans la région dans laquelle j'habite. Je me suis dit non, c'est pas possible. Faire du chiffre d'affaires pendant 5 ans. Ouais. Sacré égrégore le commerce, quand même. Eh bien, c'est un beau challenge. Moi qui adore le challenge, qui adore me relever des défis, etc. Mais je me suis dit non, mais attends, Élodie, tu vas pas vendre des prestations dont les gens n'ont pas besoin. C'est pas possible. On peut pas réagir comme ça. Donc je veux bien entendre que j'ai besoin de manger, mes collègues aussi, le directeur aussi, mais je ne peux pas, moi, par déontologie, je ne peux pas me permettre, non. Et puis les gens, ils avaient confiance en moi. Donc, oui, et puis ça vibre pas en toi, puis voilà. Non, pas du tout. C'est tout. Et c'est ça, c'est le fait que les gens aient confiance en toi. Tu peux pas dire je vais vous, entre guillemets, je vais vous entuber. Et vous avez besoin de changer un flexible. Oui, mais alors c'est bien de vendre les 2 flexibles. Oui, d'accord. Okay. Bon, j'arrête ce métier et puis je fais un bilan de compétences. Voilà, pour m'assurer. Donc le bilan de compétences m'annonçait ostéopathe, infirmière, etc. Ouais. J'ai dit non, je veux être aide-soignante. Parce que ce métier-là m'inspire plus, parce que je le sais en fait. Je sais que je serai au plus près des gens. Et alors quand j'ai rencontré le monde hospitalier, j'étais complètement toute excitée à l'idée, à la rencontre des chirurgiens, enfin tout l'idéal en fait que les anciens ont connu.
moi, je vivais. J'étais là, waouh, je m'adresse à des médecins, je m'adresse à des chirurgiens, tout ça, c'est super. Et puis, je suis partie dans les Antilles. Et quand je suis revenue, donc j'ai exercé mon métier là-bas, donc ancienne méthode, extraordinaire, mais avec très peu de moyens. Voilà. On est dans un système français, pourtant, mais encore un système, on va bien éloigné, hein, les Antilles, hein, c'est en dehors encore du système français. Hein. Ouais, ouais. On parlera pas, on pourrait faire un débat là-dessus. Et quand je suis revenue, en fait, j'ai redécouvert, en fait, mes collègues qui avaient perdu, en fait, le sourire. Donc, en 2 ans, en fait, j'ai observé, en fait, des conditions de travail dégradées. 2 ans. Ah ouais. Mes collègues qui, en oncologie, qui souriaient, qui étaient dans une bienveillance, le sourire disparu, des querelles. Enfin voilà, une ambiance dégradée en fait. Dans un hôpital privé, c'est quand même dommage parce que c'est beaucoup plus petit qu'un hôpital public. Et ça se traduit comment, par exemple, quand tu parles d'ambiance dégradée sur le plan humain? Je parle avec tes collègues, par exemple. Entre vous, il y a des tensions qui se créent ou au contraire, il y a une solidarité? Moi, aujourd'hui, je trouve que non. Il n'y a pas de solidarité. Vous êtes tous en souffrance, plus ou moins, non? Est-ce que certains sont en souffrance ou tu penses que globalement, à ton échelle, je parle au niveau des aides-soignants, je parle pas des médecins hein, pour l'instant, mais est-ce que tu penses que seuls certains d'entre vous sont réellement en souffrance ou vous êtes tous en souffrance et c'est ce qui crée justement ces dissensions entre vous? Oui, moi je pense que c'est ça, c'est exactement ça, Eric. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on est tout en souffrance. Et je vous le dis, là, période de coronavirus, on est en effectif réduit. Parce qu'en plus, on est un hôpital privé. Donc, en fait, question politique, les hôpitaux publics n'envoient pas, en fait, dans les hôpitaux privés pour une question d'argent, enfin, une question de... Je ne sais pas le fond du fond, mais nous, c'est ce qu'on a entendu, en tout cas. Donc moi, je répète ce que simplement l'entente. Hein, donc on s'est dit, bon, ok. Et là, nous, on est en effectif réduit. Et, parce qu'il n'y a pas de bloc chirurgicaux, pardon. C'est ce qui rapporte le plus dans un hôpital, d'intervention chirurgicale. Donc là, en fait, on est en effectif réduit par rapport à... évidemment, l'argent ne rentre pas, donc ça crée en fait un déficit. Hein. Et tu penses que les hôpitaux publics sont mieux lotis que vous? Non, je pense pas. Je ne sais pas, j'ai pas travaillé. Moi, je travaille juste en fait. Au regard des actualités, visiblement, tout le monde est dans la merde. Hein. Là, je vais parler gras. Je suis désolé. Cette catastrophe a juste mis en lumière les conditions en fait que l'on vit et encore plus mes collègues qui exercent ce métier depuis une trentaine d'années, voilà, qui ont vu en fait leurs effectifs diminuer au fur et à mesure. Et il y a de plus en plus de personnes qui sont malades. On ne le voit pas, mais beaucoup de personnes déclarent des cancers. Vous n'imaginez même pas le nombre de soignants. Là, tu parles des soignants, des gens comme toi. Non, des patients. Ah, des patients, d'accord. comme toi, voilà, des gens lambda, en fait, qui déclarent des cancers, mais on n'en parle pas parce que ça a été démocratisé. Aujourd'hui, on répond par ne vous inquiétez pas, le cancer est un peu maîtrisé. Ouais. L'immunothérapie, la radiothérapie. Maintenant, on a l'immunothérapie. Donc, en gros, on a un peu étouffé le problème, mais il est toujours là. Il y a une recrudescence. Pour toi, il y a une recrudescence des cas de cancer. Bon, ben ça, c'est pas étonnant, hein, avec la malbouffe, avec tout ce qu'on respire et tout ce qu'on nous balance sur le coin de la figure. Oui, le cancer du sein, le cancer
les tumeurs au cerveau. La 5G, les téléphones, Aussi. voilà, Ah 4G, oui, oui. 4G, etc. Personne n'en parle en fait. Non, évidemment, parce que derrière c'est le business. On se fout de l'humain totalement. Mais écoute, qu'est-ce que tu penses toi? Enfin, justement, c'est très bien qu'on ait un peu cet entretien. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même une prise de conscience, un petit peu quand même ou pas? Selon toi? Conversation avec une collègue. Moi, honnêtement, hein, je pense que beaucoup de collègues sont aujourd'hui résignés. Résigné. Ouais. Ouf. Ouais. Ben oui. Ils sont moi, j'ai une conversation avec une collègue qui a mon âge. Et elle m'a dit, je lui dis, mais tu te rends compte comment j'espère que ça va changer et j'ai envie que ça change. Voilà, parce que manifester dans les rues, au final, ça sert à rien. Parce qu'on est vu comme un peuple, entre guillemets, qui gueule. Même aux Antilles, on gueule beaucoup. Aux Antilles, les Antillais sont beaucoup plus dans l'action. Vous les voyez rarement dans la rue. Dans un bloc opératoire, un jour, on a eu une décision en fait à la clinique qui n'a pas plu aux chirurgiens et aux collègues. Le bloc opératoire a débrayé, a effectué un débrayage, donc c'est-à-dire une réduction d'activité. Je peux vous dire que l'argent ne pouvait pas rentrer, ça a fait bouger les choses. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je trouve qu'on n'est pas assez dans l'action. Parce que aller dans la rue, gueuler, aller les syndicats, etc., machin, c'était valable il y a plus de 30 ans pour moi. Oui, c'est terminé. Ça a fonctionné. La preuve en est, de toute façon, avec la répression qu'il y a eu, de toute façon, rien n'a changé, malgré tout ce qui s'est passé. C'est ça. Et pour moi, ce qui est valable aujourd'hui, c'est l'action. Qu'est-ce qu'on met véritablement en action? Alors, selon toi, je te pose la question, selon toi, quelles seraient les pistes à explorer en termes d'action, justement? Mais alors moi, je sais pas si j'ai aussi de bons conseils. Non, mais tu peux toujours donner ton opinion. Réactive, mais je vois avant-hier, on était dans une situation, donc je travaillais en médecine. En fait, donc il faut savoir que la médecine ne rapporte rien aux hôpitaux, n'a rien du tout. Enfin, c'est vraiment le strict minimum. Donc, parce que vous avez toutes sortes de personnes qui sont. Et là, en fait, on avait des personnes qui étaient atteintes de maladies mentales, entre autres schizophrénie, voilà, enfin de la simple dépression à des cas très lourds, par exemple. Voilà, c'est ça. D'accord. En médecine, en fait, ça concerne l'oncologie, ça concerne la pneumologie, tout ça. Donc, ça, c'est la médecine. Et ça rapporte pas grand-chose, en fait, aux établissements. D'accord? Oui, mais bon... En fait, on est en effectif réduit. D'accord. Mais pour un nombre de personnes, en fait, qui sont tout aussi lourds. Je veux dire, en prise en soin. Ouais. Donc j'étais remontée parce que je m'étais dit mais il faut un renfort, il faut quelqu'un en plus, c'est pas possible, on va jamais s'en sortir parce que en fait vous êtes vous et moi on effectue notre toilette le matin en général. Ouais. Nous effectuons des journées de 12 heures. Donc en fait la direction dit oui mais vous pouvez faire les toilettes l'après-midi. Dans la journée, voilà, l'après-midi, ben oui, voyons. Où est le problème? Où est le problème, n'est-ce pas? Où est le problème? La personne reste dans son caca. Les patients veulent leur toilette entre 8h et midi, dans du repas, quoi. Donc en fait, on se sent un peu obligé de s'adapter en fait. Le propre de notre métier, c'est s'adapter en fait à la pathologie et aux besoins en fait des personnes. Oui, mais là vous n'êtes plus dans ce mode d'adaptation. Vous êtes obligé. Là, j'imagine, que vous vous adaptez plutôt au créneau horaire qui vous reste. Non. Oui, bien sûr. Donc forcément, les malades, les patients sont maltraités. C'est une forme de maltraitance. C'est une forme de maltraitance, mais nous, je sais que certains patients, quand on leur dit bon, alors vous voulez prendre votre douche, est-ce que vous voulez bien prendre votre douche l'après-midi? Certains patients disent bah oui, comme ça, j'ai le temps de me reposer le matin.
on demande toujours aux gens si ça leur pose un problème. Ouais. Et nous, dans notre déontologie, on est là, on se met à la place en fait, parce que notre métier aussi, c'est d'être empathique. Bien sûr. On va se mettre à la place du patient sans prendre la douleur, d'accord? Ouais. Mais on est là, bon bah oui, mais nous on aime bien faire notre toilette le matin, donc voilà. Aux Antilles, les gens, ils se lavent à 6 heures le soir. C'est pareil. Le système français va leur imposer la toilette le matin. Mais les gens, ils ont l'habitude de se laver le soir. Qu'est-ce qu'on vient les embêter à imposer les choses? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est à nous de nous adapter aux personnes qu'on soigne. Donc là, on nous dit... À la culture. oui, alors du coup, on est une personne pour 10 patients. Ah oui, quand même. Voilà. Donc, entre 8h et midi. Voilà. Ça c'est le nombre de personnes dont tu t'occupes en règle générale. Une dizaine de personnes pour la matinée, quoi. Mais oui, et en EHPAD, c'est 1 pour 15. Je fais aussi, voilà, on est une personne pour 15. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, on vous oblige à négliger c'est-à-dire que en EHPAD, c'est encore pire que dans le système hospitalier. Oh là là. On a encore moins de confort. Parce que là, dans le modèle hospitalier, vous avez l'infirmière qui peut vous aider, au final, en binôme. Oui. Mais en EHPAD, l'infirmière, elle est toute seule pour une soixantaine, voire 80 personnes. Imaginez. Donc en fait, vous êtes seule, aide-soignante, pour 15 personnes. J'ai vu dans les terres, en fait, où j'habite, on avait des toilettes partielles. Mais des toilettes partielles, c'était ce qu'on appelle tête, main, cul. Oui. Imaginez? Non. Non, pas vraiment. Voilà. Donc en fait, il est là le souci. Il est là. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on néglige aussi encore les EHPAD. Mes collègues, des collègues avec qui j'ai fait ma formation, que j'aime énormément, se retrouvent en fait dans négligés. Voilà, ils ont l'impression que leur métier, ne sert à rien. Déjà, moi, de mon côté, je suis un peu révoltée parce que je me dis, mais être dans un modèle hospitalier et puis à compter les masques pour le coronavirus, on compte les masques quand même dans les hôpitaux. Hein. Alors nous, on a de la chance dans notre région parce que on n'est pas touché comme les pays de l'Est ou Paris. On a su aussi prendre des précautions parce qu'on était quand même dans on était la deuxième région à être déclarée en alerte coronavirus, etc. Donc on a pris les choses en main et heureusement. Heureusement, oui. Je veux dire, on doit déjà nous à notre échelle compter les masques. Donc on a dans une petite pochette en plastique un nombre de masques en fait pour la journée et la nuit. En sachant que alors, ce sont des masques spécifiques que vous avez ou c'est Non, chirurgicaux. Ouais, chirurgicaux, ça veut dire que le masque, théoriquement, vous êtes censé le changer tous les combien? Toutes les 3 heures. Ouais. Voilà, et on travaille sur 12 heures. Ouais. Et vous avez suffisamment de masques? C'est comptabilisé, donc en fait, nous, on ne sait pas en fait. On n'est pas du tout au courant du stock, voilà. Non, mais comme dans ta pochette, est-ce que ta pochette, une fois remplie, elle te permet d'assurer ta mission de la matinée? Enfin, oui, de la matinée. Mais, en fait, nous, on rentre dans une logique. En fait, j'appelle ça de la manipulation, en fait. Oui, non, mais je comprends. Vous avez un système, en fait, au-dessus de nous, hiérarchique, une poignée de personnes qui gère en fait votre salaire, qui gère le nombre d'effectifs à avoir dans l'hôpital, un nombre de malades et pas au vu des pathologies, mais un nombre de personnes, d'accord, comme dans le commerce, c'est exactement pareil. Ouais, oui. Et vous avez en fait la tête, ou les deux têtes, on va dire, directeur adjoint, en fait, qui comment vous dire? Vas-y, prends ton temps. Je ferai une petite coupure, t'inquiète pas. Ouais.
au montage. Oui, j'ai perdu mon fil. C'est pas grave. Alors, tu parlais du directeur adjoint, on ne citera pas son nom. Oui, bah oui, Qui qui en fait qui décide de votre vie en fait et qui va vous faire entendre. Oui, vous comprenez, nous n'avons pas. Qui va en fait utiliser votre empathie, Ouais, votre qualité en fait, ouais. qualité d'empathie pour vous dire ah mais mettez-vous à notre place. C'est pas facile non plus pour nous Ouais, en fait. ouais. Donc, en fait, ils vont vous utiliser un peu comme les pervers narcissiques. Ouais. Utiliser, en fait, votre côté Empathique. de bonnes personnes, en fait. Parce C'est que nous sommes dégueulasse. toutes de bonnes personnes. C'est Si on en vient à de la dégueulasse. maltraitance ou des choses comme ça, c'est parce qu'en fait, on nous oblige un peu à être... Moi, je lutte contre ce système-là. Mais des collègues, et ça fait 30 ans qu'elles exercent ce métier-là, elles sont en lutte aussi. Je dis, il y a des moments, on nous oblige un peu à être dans la maltraitance. Et pas une maltraitance, je vous tape. C'est une maltraitance, en fait, plutôt morale. Ouais. La personne, elle vous dit, oh là là, bah oui, alors, parce que tous les matins, on évalue la douleur. Tous les midis, on évalue encore la douleur. C'est très important aujourd'hui, en 2020. C'est important, en fait, de la prise en compte de la douleur. On s'est aperçu, voilà, qu'une douleur bien contrôlée, en fait, une guérison sera plus effective. C'est vraiment efficace ce système de contrôle, selon toi? Oui, je pense. D'accord, Oui. d'accord. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas que la douleur physique. Donc, nous, en fait, on est plus dans la douleur aussi morale. On prend conscience et merci au centre de formation. Moi, je remercie le centre de Lorient parce que j'ai eu des formations extraordinaires. Donc, on qualifiait de bisounours, de machin et tout, mais je m'en fiche. Et moi, je suis très heureuse parce que c'était vraiment l'humanitude. On était, oui, il n'y a pas que la douleur physique, il y a la douleur morale aussi. Et la douleur morale, si elle est comprise, il faut du temps pour ça. Bien sûr. La douleur morale. Bien Il sûr. faut du temps. Parce qu'elle fait partie de la guérison. Voilà. Elodie, je vais te demander quelles sont tes attentes aujourd'hui? En quelques mots, quelles sont tes attentes, les tiennes, mais j'imagine aussi celles de tes collègues qui sont dans la souffrance. Elles veulent être, on veut être écouté, mais pas écouté dans le sens entendu. Oui, j'ai bien compris. Écouter et action, hein, derrière. Et réponse, voilà. Et réponse. Voilà. On veut des solutions. Et nous, on en a des solutions. C'est dans tout, dans le système, en fait, par exemple, quand vous construisez un hôpital ou un dispensaire, et ben, faut prendre en compte la parole des soignants. On sait, en fait. On est au cœur, on est auprès des patients. Ah oui, vous êtes sur le terrain, forcément. Ils devraient tenir compte de ça, alors que, ouais, bon, c'est un non-sens. De toute façon, le système est à revoir entièrement. Il faut oser. Moi, mes attentes, j'aimerais qu'on ose en fait tout casser, reprendre du début. C'est ça en fait. Il faut détruire pour pouvoir reconstruire. Je suis bien d'accord avec toi. Construire avec des gens qui connaissent en fait, qui savent. Parce qu'en fait, pour moi, ça a toujours été ça. Vous voulez de l'argent, mais l'argent, c'est tout le monde qui doit se nourrir de cet argent. C'est une énergie, donc évidemment qu'on en a besoin. Tout le monde en a besoin, et on n'est pas des débiles. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est soignant qu'on a un QI inférieur à 110. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Non, justement, on est au cœur, on sait ce qu'il faut. Mais tout le monde fait partie, en fait. L'équipe, c'est nous, plus l'administration, plus le directeur, mais c'est une équipe. On est tous une équipe. Il faut arrêter ce système de hiérarchie. Et je pense que vous pouvez même compter les malades avec vous dans l'équipe. Parce que oui, et bien sûr, mais on en prend en compte parce que on a un système en fait qui s'appelle les transmissions ciblées. C'est-à-dire que dès qu'un patient en fait nous dit des choses importantes, on les note. D'accord.
Mais voilà, mais plein de choses sont à revoir. Vous savez que le droit du patient existe. Vous savez que vous avez des directives anticipées à effectuer avant, par exemple, une opération. Non, vous ne le savez même pas. Tu sais ce que je te propose, Elodie? Là, je vais arrêter l'interview. On a atteint les. Oui. Non, mais c'est pas grave. Ne t'inquiète Ben pas. oui, On va reprendre. c'est pas assez. On est à 30 minutes là. C'est pas mal à gérer. Et puis, je voudrais pas qu'il y ait un bug sur mon enregistreur, surtout. Donc, je tiens absolument à conserver cet échange. Juste, moi, je te donne rendez-vous prochainement. On va laisser passer un peu les choses, voir comment ça évolue, et on va se donner un rendez-vous si tu veux, si tu le souhaites. Un rendez-vous, je dirais pas mensuel, mais bimensuel par exemple, et on pourrait faire un petit point ensemble de voir. Oui, en plus, j'ai même pas dit que j'écrivais un bouquin. Pardon? J'ai pas compris. Tu sais que j'ai écrit un livre en fait pour justement, je me fais accompagner d'une coach qui se trouve sur Nantes, D'accord. ABCD livre, et en fait elle m'aide à construire mon bouquin. Ah, c'est super ça. Ben écoute, ben voilà, un prochain rendez-vous, on pourra parler de ton livre et continuer à parler de ce qui se passe au cœur de la tourmente. Elodie, je te remercie infiniment pour ton témoignage. C'est bien que tu puisses. J'espère que ça a touché des gens et que oui. Mais franchement, je t'ai trouvé plutôt gentil. Hein. Je m'attendais à une grosse colère. Tu es quelqu'un qui maîtrise bien ton émotion, et ce qui prouve que tu es. Ça s'apprend, Eric. Ouais, tu es une professionnelle, hein, vraiment avec du cœur. Voilà, c'est vrai, c'est super. Gentil. Non, je suis pas gentil, moi je le ressens comme ça. Non, mais c'est super parce que la colère, elle est bonne quand elle sort comme ça, si tu veux. Elle est très bonne, cette énergie. Et j'étais très très en colère. Rien qu'avant-hier auprès de mes collègues, c'est ce que je te disais, c'est que quand je suis arrivée dans le couloir et que j'ai dit de toute façon on n'a pas de renfort, on va laisser les médecins gérer, et puis la hiérarchie gérer, et puis il y avait mon collègue, j'adore ce médecin, enfin c'est un pneumologue, il est super, beaucoup critiqué, mais parce que les médecins sont en souffrance aussi. Et mais évidemment. Pas non plus. Évidemment. On parle pas non plus parce que ce sont des médecins et qui sont censés sauver les vies. Donc c'est dommage. Ce sont des hommes et des femmes avant tout, hein. Mais oui, mais c'est ça qu'on oublie de dire. Mais bien sûr. Et c'est tout ça que dont je vais parler en fait aussi dans mon bouquin. Ben écoute, on va se donner des rendez-vous, hein. Moi, je suis preneur, hein. Évidemment. Écoute, j'espère que j'arriverai à l'écrire comme j'arrive à parler aujourd'hui. Mais bien sûr que oui. C'est vrai, tu vois, mais c'est vrai que il y a des moments, tu sais, dans mes premiers jets et tout ça, il y a beaucoup de colère qui sort, exprime. Mais j'ai beaucoup appris sur moi. Enfin, j'ai 35 ans, mais j'ai passé, une partie de mon temps à me comprendre, à savoir qui je suis. Je suis tombée malade en 2011. J'ai dit mais pourquoi j'ai cette maladie? Qu'est-ce qui se passe? Et puis en fait cette maladie elle est partie aujourd'hui. Au grand désespoir ma gastro-entérologue. Mais ce que je veux dire c'est que là on oublie tout ça en fait. Et j'en suis triste, tu vois, c'est que si on se comprenait un peu plus. Combien de femmes aujourd'hui ont un cancer du sang? C'est inimaginable. Tu peux même pas imaginer le nombre de femmes qui déclarent un cancer du sang. Tu vois, c'est vraiment. Alors, j'ai des collègues qui sont plus réticentes quand je parle comme ça, parce que j'ai un langage quand même assez particulier, une façon de penser qui est assez particulière, qui est assez qui étonne. Hein. Après, auprès du patient qui est malade, je sais que j'ai un pouvoir de soin extraordinaire parce que ils me le disent, hein, c'est pas moi, hein, j'ai pas assez d'ego pour prétendre ça, mais je sens quoi, c'est vraiment les mots, des fois ça va être rien que par le toucher. Tu es connecté au vivant, tu es connecté au vivant. Ouais, je me sens connectée au vivant, exactement. Et parce que j'ai fait un cheminement aussi. Tu vois, je pense qu'on ne peut pas faire ce genre de métier-là comme ça.
moi, je sais qu'au début, quand je me confie à Eric, au tout début que j'ai effectué ce métier-là, je me suis dit, je vais sauver mon père. Bon, et je pense qu'on ne fait pas ce métier-là pour rien. Je pense qu'on est dans le soin, dans la santé, parce que on a ce syndrome, ce que j'appelle le syndrome du héros, en fait. Super héros. On veut sauver les gens. Et aujourd'hui, on le voit, en fait. T'as des soignants qui tombent malades parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas sauver les personnes. Donc, en fait, ils se sacrifient, en fait, en tant qu'être humain. Je comprends bien. Et moi, j'ai dit jamais je me sacrifierai, plus jamais. Parce qu'en fait, j'ai compris que j'étais là pour m'accompagner moi aussi. Bien sûr. À travers mes soins auprès des patients. C'est évident. Il faut s'aimer soi-même déjà pour pouvoir aimer les autres. Bah c'est ça. C'est exactement ça. Écoute, on va se quitter. Je suis convaincue de ça. Je suis convaincue que le soin, et puis mes collègues, elles rigolent parce que je suis là, bon alors, ça va, comment tu vas aujourd'hui? Elle te regarde, tu sais, dans le coin là, et en me disant qu'est-ce qu'elle a. Ben, sinon, c'est important. Même les médecins, quand je les croise dans le couloir, je suis là, bonjour, ça va? Vous allez bien aujourd'hui? Ils te regardent, ils ont pas l'habitude en fait. Comment ça, ils me demandent comment je vais. Et aux Antilles, j'ai beaucoup appris aux Antilles. Parce qu'aux Antilles, c'est ça, dans la rue, j'étais à Saint-Barth en fait. Et c'est une toute petite île, 20 mètres carrés. Hein. C'est pas grand du tout. 20 kilomètres carrés, pardon. Et en fait, et dans les rues, en fait, c'est ça. On te demande tout le temps si ça va, et je trouve ça super. Moi, j'ai vécu en Afrique très longtemps, tu sais. J'ai vécu toute mon enfance en Afrique, c'était pareil là-bas. Tout le temps, ça va. Mais c'est génial. Ouais, c'est génial. C'est un autre état d'esprit. C'est génial parce que ça veut dire que même si des fois, bon, il y a des personnes qui disent ça va comme ça parce que c'est un automatisme, voilà, il n'y a pas vraiment. Mais je trouve ça super. Ça veut dire qu'on s'intéresse vraiment à toi. C'est comme quand chez nous en Bretagne, avant, moi j'ai connu, hein, on se disait tout le temps bonjour. Ça se perd. À part dans les petits villages. Moi, je vis dans une petite ville, on se dit bonjour encore. Mais ça se perd. Moi, c'était pas comme quand j'étais gamine, on se disait tout le temps bonjour, c'était super, moi j'adorais. Bonjour, bah, ça va, oui, on prenait un petit temps, et puis voilà, aujourd'hui ça se perd, tout ça. Mais l'intérêt envers les êtres humains, c'est parce qu'on a un intérêt aussi envers soi. Si on n'en a pas, en fait, si on ne tourne pas vers l'autre, c'est que déjà on ne se tourne pas envers soi. Élodie, je vais te donner rendez-vous pour un prochain interview si tu veux. je vais te couper le sifflet. D'accord. Ça marche. Ok. Je te remercie infiniment. Non, vraiment, tu vois, parce que là, ça tourne. Je ne voudrais pas qu'il bug, tu vois, mon appareil. Mais je pensais pas que tu étais encore en train d'enregistrer. Ah, mais bien sûr que oui. Naturellement. Ah ouais, non, mais c'est super, c'est tant mieux, tu vois. On va atteindre les 40 minutes d'enregistrement, c'est un interview, c'est une belle interview, hein. Et c'est une belle discussion, une belle découverte, et j'invite vraiment les gens à écouter ton témoignage, et on va se fixer d'autres rendez-vous. C'est un plaisir d'échanger avec toi, en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas, et puis merci pour, je tiens quand même à préciser que c'est mon expérience, et que ça ne parlera pas forcément à tous les êtres humains qui exercent le soin auprès des personnes. Voilà, je tiens à préciser ça, c'est mon expérience, c'est mon regard, c'est ma vérité. Mais c'est l'essentiel, c'est ton regard et ta vérité, et en plus tu as le courage de partager tout ça, donc merci pour ça. Parce que je vous aime, les êtres humains, je vous aime. Voilà, les humains avec un H majuscule comme toi sont fabuleux. C'est ça. Merci beaucoup Élodie, je te fais un gros bisou, tu vois. Je te connais pas, mais je te fais un gros bisou. Voilà. Merci, je prends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Tam tam tam.